Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils abordent le thème de la Terre, une planète sous contrôle. BDM affirme que pour comprendre l'évolution de la politique, il faut d'abord comprendre l'évolution de la religion. Dans le passé, l'homme n'avait pas suffisamment développé son intellect pour comprendre la mécanique du pouvoir. Il considérait les relations spirituelles occultes de la religion comme mystiques. Au fil des siècles, l'homme a développé son mental et sa capacité de penser avancée. Cependant, il reste manipulé par des forces invisibles qui contrôlent l'évolution et les gouvernements du monde. Ces forces invisibles contrôlent les gouvernements matériels par le biais de la pensée. L'être humain, encore limité dans sa compréhension des lois vibratoires, subit les effets de ces gouvernements invisibles sur le gouvernement matériel. Cependant, dans le futur, l'homme pourra entrer en communication télépathique directe avec ces forces invisibles et comprendre pleinement les lois du pouvoir. Le texte explique que, malgré le pouvoir politique et social, les gouvernements invisibles sont en réalité ceux qui exécutent les plans évolutifs de la Terre. Dans l'Antiquité, ils se sont manifestés aux hommes sous forme de dieux, dans le but de préparer l'humanité à une réorganisation morale et à la formation d'une démocratie politique. Aujourd'hui, les êtres humains commencent à comprendre leurs propres sensations et pensées grâce à la science et à une nouvelle conscience. Ils peuvent ainsi entrer en contact télépathique avec ces gouvernements invisibles. Cependant, les forces en mouvement dans le monde actuel manipulent les masses et les poussent à s'affronter, malgré leur bonne volonté mais leur manque de compréhension. Les êtres humains doivent se protéger contre cette invasion télépathique et chercher à se libérer de la pensée subjective pour accéder à la connaissance parfaite. Deux forces invisibles se disputent le pouvoir, la première ayant dominé le XXe siècle à travers les guerres mondiales, et la Troisième Guerre mondiale entraînera un bouleversement psychologique majeur qui fera perdre confiance aux êtres humains envers leurs semblables. Dans cette discussion, il est mentionné que les nouvelles intelligences, qui font partie d'un gouvernement invisible, seront une évolution vers laquelle les hommes se tourneront lorsqu'ils auront perdu confiance en leurs semblables. Cela amènera l'homme à devenir extrêmement télépathique et à ressentir des changements profonds dans son âme. L'intelligence et l'esprit de l'homme seront utilisés pour le bien, contrairement à son âme qui a été utilisée pour le mal par le passé. Ces nouvelles intelligences invisibles deviendront un gouvernement mondial pour l'humanité. Certains individus seront amenés dans cette nouvelle vibration et deviendront eux-mêmes des dieux qui aideront les hommes et les gouvernements ravagés par la fin d'un cycle et l'inconscience humaine. Cependant, une autre perspective est présentée selon laquelle ces intelligences invisibles préparent l'homme à ne plus avoir confiance en son semblable afin de pouvoir le dominer plus facilement. L'idée d'autonomie est évoquée, affirmant que l'homme doit contrôler sa pensée et ne pas être asservi par elle. Un homme qui contrôle sa pensée comprend parfaitement ce qu'il pense et peut développer sa pensée de manière consciente. Il ne subit pas sa pensée, mais la crée, ce qui lui confère sécurité et intelligence. Il est souligné que l'homme découvrira son esprit au lieu de vivre de sa mémoire, de son âme. En vivant de son esprit, il créera des pensées pour comprendre la matière et maintenir un équilibre mental et matériel. Cependant, actuellement, l'homme est en contact avec des pensées qui font partie de la mémoire collective et qui sont maintenues immobiles dans un statu quo. L'auteur soutient que l'humanité est retardée par le fait que l'homme n'ose pas se prendre au sérieux, par crainte du jugement des autres. Si les hommes pouvaient se prendre au sérieux, ils réaliseraient qu'ils entrent en contact avec un gouvernement invisible, c'est-à-dire qu'ils auraient accès à leur propre esprit et intelligence. L'auteur relate une expérience avec un diplomate français qui n'a pas pu absorber une pensée nouvelle en raison de son manque d'intelligence et d'émotion. L'auteur affirme que la pensée humaine est colorée par l'émotion de l'homme, qui ne peut pas penser sans émotion. L'homme s'accroche à ses émotions pour construire une pensée qui n'est pas réelle mais dépendante de cette émotivité. L'auteur soutient que si l'homme était exposé à une pensée pure gratuite, il ne serait pas capable de le supporter car il n'a pas encore été prouvé qu'il existe des hommes capables de se matérialiser dans la matière. Dans cette discussion, il est question de la confrontation entre le visible et l'invisible, ainsi que de l'admission d'un gouvernement invisible qui dirige les activités de la planète. L'auteur affirme que les êtres humains sont multidimensionnels et capables de communiquer avec ce gouvernement invisible. Il critique également l'ignorance de l'homme face aux théories psychologiques et aux attitudes subliminales. L'intervieweur soulève l'idée que l'évolution biologique passée a conduit à la création de l'être humain actuel, et que la relation avec le monde invisible se fera par l'accumulation de nouvelles données et le contrôle des émotions.
R précise que seuls quelques individus pourront résister à la domination de ces êtres en raison de leur transformation spirituelle. L'auteur mentionne également que la mémoire est le plus dangereux des attributs de l'humanité et que ceux qui pourront transiger avec ces intelligences le feront grâce à une transmutation de leur esprit. Il souligne que les individus qui vivront cette transmutation à la fin du cycle sont rares. En conclusion, cette discussion met en avant l'idée que l'homme est capable de communiquer avec un gouvernement invisible et que seuls quelques individus pourront résister à leur domination grâce à une transformation spirituelle. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde l'idée que l'homme est devenu racial suite à des mutations causées par des contacts avec d'autres êtres. Il prédit qu'à la fin du XXe siècle, une nouvelle race émergera non pas en termes de couleur, mais en termes d'intelligence supérieure et de capacité télépathique et de dématérialisation. Il affirme que cette évolution mettra fin à l'involution actuelle de l'humanité et permettra une communication avec l'invisible. Il explique que la transmutation nécessite la destruction de la mémoire humaine pour la remplacer par une mémoire créative instantanée. Il souligne également que l'homme ne devrait pas perdre son double vital après la mort, mais plutôt le maintenir en transmutant l'énergie de l'âme. Il mentionne que les initiés dans l'histoire ont déjà eu des capacités de déplacement dans l'éther grâce au pouvoir vibratoire de l'énergie de l'âme. Finalement, il suggère que l'homme doit cesser de vivre par expérience et plutôt vivre pleinement d'intelligence, ce qui nécessite une fusion entre l'esprit, le double et le corps matériel. L'auteur exprime son mécontentement vis-à-vis de l'expérience européenne et affirme que l'humanité n'apprend pas de ses erreurs. Il explique que l'expérience sert les forces invisibles et non l'ego de l'homme, et que tant que l'homme ne comprendra pas cela, il sera prisonnier de ses forces et ne pourra pas transmuter sa matière. L'auteur propose une autre façon de voir les choses et souligne l'importance de la psychologie en tant que science mentale précise. Il affirme que l'homme devrait être capable de supporter ses pensées personnelles sans demander l'opinion des autres. Il explique que l'évolution de l'humanité implique une connexion à l'esprit et l'accès à ses pouvoirs. Il mentionne qu'il y a des hommes en voie de mutation sur Terre, mais que ce n'est pas de sa faute si l'humanité ne l'est pas. Il conclut en disant que des hommes éveillés à l'esprit percevront les sciences mentales avancées et seront transformés par elles. Selon le discours de Boulvarem, il est essentiel de comprendre qu'il existe une instruction mondiale qui vise à instruire l'homme sur la mécanicité de son esprit et à lui permettre de devenir pleinement conscient de son intelligence. Cela lui permettra de prendre le contrôle de son énergie et d'évoluer. L'enseignement traditionnel maintient l'homme dans une domination astrale et l'empêche d'accéder à l'éther, où il devrait se diriger. L'instruction mondiale n'appartient ni à ceux qui l'entendent ni à ceux qui la donnent, elle est le fruit de la correspondance vibratoire entre l'esprit de l'homme et le gouvernement invisible. La Troisième Guerre mondiale fait partie des lois karmiques, mais ce sont les gouvernements invisibles qui contrôlent l'évolution de la planète, pas les nations terrestres. Il est donc crucial pour l'homme de dialoguer avec l'invisible afin de comprendre ce qui se passe dans le monde et de s'ajuster progressivement. Seuls ceux qui dépassent la mémoire peuvent comprendre cette réalité et évoluer vers l'intelligence. Les mots ne sont pas à l'origine de notre ignorance, mais notre attachement à eux. Lorsque l'homme se détache de la forme et ne perçoit que la vibration, il commence à initier sa propre intelligence. À ce moment-là, il pourra comprendre le gouvernement invisible, ses structures et sa relation avec la politique matérielle. Il comprendra pourquoi certains dirigeants ont eu un tel impact. L'homme devient plus intelligent lorsque sa personnalité humaine change en apprenant des choses provenant de l'invisible. Après une période d'accumulation de connaissances, l'homme mute vibratoirement. Tous les hommes sont grands pour différentes raisons, car ils sont réceptifs à différentes vibrations. Certains se branchent sur des gouvernements anti-hommes, d'autres favorisent l'évolution de l'homme. Les hommes conscients peuvent voir au-delà de la matérialité et saisir leur esprit. Hitler avait des vibrations négatives car il était un demi-homme, incapable de comprendre la réalisation de son plan politique et réagissant violemment face aux contrariétés. L'homme n'est pas complet, mais peut devenir un être complet en élevant sa conscience. L'homme n'est pas fini et doit développer son mental supérieur et un autre plan. Il vivra une 6e race, puis une 7e race. Physiquement, le corps humain est parfait, mais le corps émotionnel et mental ne l'est pas encore. À partir de la fin du XXe siècle, certains hommes seront capables de comprendre ce qui se passe et prendront le contrôle de la Terre. Ils deviendront les gardiens cosmiques de cette planète, contrairement aux forces antagonistes qui la gouvernent actuellement. L'évolution de l'homme sera telle qu'il deviendra semblable aux dieux de l'Antiquité sur un autre plan, étant capable d'accéder à la matière.
L'utilisation limitée de notre cerveau s'explique par le fait que notre double ne connecte pas encore complètement les neurones entre eux. Une évolution graduelle se produit au niveau individuel, mais une fusion instantanée est également possible pour les individus plus avancés. Cependant, il est peu probable que cela se produise pour l'ensemble de l'humanité. En ce qui concerne Hitler, il a été influencé par des théories ésotériques orientales mal comprises, ce qui a conduit à des actions destructrices. Cependant, si ces connaissances ésotériques avaient été utilisées correctement par une personne consciente et en connexion avec son double, elles auraient pu être utilisées pour le bien de l'humanité, en comprenant les lois de l'évolution, des gouvernements, de la génétique, etc. Cela aurait pu conduire à la construction d'une supercivilisation. Dans cet enregistrement, Bernard de Montréal aborde le sujet de l'ésotérisme, en expliquant que si cette science n'est pas comprise par l'intelligence de l'homme individuellement, elle peut devenir une source de domination pour son esprit. Il affirme que la science ésotérique ne doit pas être utilisée pour se donner une allure mystique ou philosophique, mais plutôt comme un moyen d'accéder à l'intelligence. Selon lui, l'homme qui reste dans l'ésotérisme ne pourra pas évoluer et devra remettre son évolution à plus tard. Il souligne que le monde de demain ne sera pas ésotérique, mais scientifique. L'homme ne doit pas être dominé par des forces astrales, positives ou négatives, mais plutôt être dans son intelligence. Bernard de Montréal explique également que chaque individu interprète ses propos selon sa propre perspective, qu'il soit ésotérique, psychologue, scientifique ou autre, et que l'interprétation dépend du point de vue de chaque individu. Il rappelle que les gens ont tendance à mettre des barrières mentales et à se laisser influencer par leurs émotions et leur subjectivité. Selon lui, l'homme doit apprendre à respirer et à se libérer de toutes ses contraintes pour accéder à l'esprit. Il est possible de se retrouver dans un nouvel état de choses qui donne naissance à une nouvelle dualité et à une nouvelle évolution. Cependant, l'homme, en raison de sa réception psychologique et de son contact avec les forces astrales, interprète ces concepts en fonction du temps. Le temps existe dans le plan astral et est basé sur des cycles et des périodes. Cependant, est-ce le monde de la lumière? Il n'y a pas de temps, et la création elle-même n'existe pas en dehors du plan astral. L'homme, lorsqu'il est en harmonie avec son esprit, n'a plus besoin de concepts cycliques ou de notions de début et de fin. L'esprit existant dans l'éther, où tout est lumière, n'est pas soumis au temps. La création devient existentielle uniquement lorsqu'elle est perçue par la machinerie astrale à travers l'homme. L'illusion créée par la lumière sépare le monde astral du monde mental et crée la perception du temps. L'esprit, quant à lui, ne nécessite pas de temps pour exister. Le temps est le produit de la réflexion dans les plans de conscience organisés chez l'homme. Selon le discours donné, il est mentionné que l'évolution de l'homme se fait progressivement en perfectionnant ses corps subtils afin d'atteindre un stade où il sera capable de créer instantanément. Cependant, le conférencier insiste sur le fait qu'il n'y a rien à comprendre dans l'univers et que la recherche de compréhension est liée à la faculté intellectuelle subjective de l'homme. Il souligne également que l'esprit de l'homme est présent partout et qu'il crée les conditions de l'évolution. Par ailleurs, le conférencier évoque Lucifer comme étant celui qui a créé le monde astral où toutes les formes existent. Il ajoute que l'homme pourrait être capable de voir le passé et le futur de l'humanité s'il pouvait accéder à l'astral. La lumière est présentée comme l'instantanéité de l'omniprésence des Aleph, contrôlée par des intelligences. Finalement, l'homme est décrit comme capable de vivre de son esprit une fois que son mental est perfectionné, avec la collaboration de l'âme. L'expérience humaine est importante car elle permet à l'homme d'évoluer et de perfectionner son intelligence. Cependant, lorsque l'homme atteint la conscience pure, il n'a plus besoin de modèle psychologique pour comprendre l'univers car il est en harmonie avec l'esprit. Les extraterrestres, étant en fusion permanente avec l'énergie et l'esprit, comprennent instantanément l'univers. Il n'y a pas d'évolution au niveau de l'esprit car l'esprit crée instantanément. L'homme joue un rôle essentiel dans l'évolution des esprits, car l'expérience humaine permet leur perfectionnement. Quand l'homme meurt, son corps astral et mental se séparent, et sa partie mentale est étudiée dans le monde de l'esprit. Selon sa perfection, elle peut revenir sur Terre pour une autre incarnation. L'expérience de l'âme est ce qui permet de perfectionner le mental, car l'âme a la mémoire de toutes les expériences. Dans cette conversation, Richard Glenn, RG, discute avec Bernard de Montréal, Boulevard M, de la nature de l'existence humaine. Ils abordent le concept de la fusion entre l'esprit et les principes inférieurs de l'homme, tels que son tempérament et son caractère,
qui peuvent être transcendés pour atteindre une autre personnalité. Ils affirment que l'évolution de l'homme est en réalité la possession de la matière par l'esprit, et que lorsque l'esprit sera pleinement descendu dans la matière, l'évolution n'existera plus et l'homme sera un dieu. Ils expliquent également que le mental est un support par lequel l'esprit communique, et que le mental est étudié et gardé sur le plan mental jusqu'à ce qu'il soit parfaitement développé. Ils utilisent l'analogie d'une voiture et d'un moteur pour illustrer que l'esprit ne peut descendre dans la matière que lorsque les corps de l'homme sont suffisamment développés. Ils répondent à la question sur la crucifixion du Christ en soulignant qu'il est déroutant que le Christ soit encore si présent dans le monde aujourd'hui. Dans cette conversation, le conférencier explique que les personnes sont coincées avec la mémoire d'un personnage historique, le Christ, qui a vécu il y a 2000 ans. Il affirme que pour comprendre le Christ, il faut se connecter à son esprit et étudier ce phénomène humain appelé le Christ. Il souligne que la perception du Christ peut varier selon les cultures et les religions. Il remet en question les valeurs attribuées aux figures religieuses et souligne que nos émotions ne nous mènent nulle part. Il affirme que le Christ était un être fusionné ayant une conscience cosmique et que la leçon de vie que nous pouvons tirer de lui est d'être fidèles à notre propre esprit. En étant fidèles à notre esprit, nous le sommes aussi au Christ. Il conclut en disant que si les gens étaient fidèles à leur esprit, il n'y aurait plus de divisions religieuses et les conflits humains disparaîtraient, ouvrant ainsi la voie à une compréhension de la relation entre l'esprit et la matière et un contact avec les gouvernements invisibles. Dans le contexte de la politique galactique locale, le langage est considéré comme le grand patron qui dirige les choses. C'est lui qui est aux commandes. Dans une conférence, Bernard de Montréal explique que pour être fidèle à soi-même, il faut être fidèle à son esprit intérieur. Il souligne que nous ne connaissons pas encore totalement notre soi-même, mais que petit à petit nous devons être fidèles à notre esprit. En étant fidèles à notre esprit, cela signifie être fidèle à l'esprit du Christ, de Bouddha et des autres grands initiés qui sont venus sur Terre pour enrichir la conscience de l'homme. Il affirme que lorsque nous serons fidèles à notre esprit, il n'y aura plus de conflit entre les hommes et les religions. Quand on lui parle du Christ et du fait qu'il n'était pas fidèle à la religion ni à la politique de son époque, Bernard de Montréal explique que lorsqu'un esprit descend dans la matière, son rôle n'est pas d'être fidèle à une personne ou à une institution, mais de faire ce qu'il a à faire. L'esprit vient dans la matière pour détruire les formes existantes et pour les transmuter. Il apporte la lumière et cherche à spiritualiser la matière. Il souligne que ce que le Christ a fait à son époque se produira de nouveau dans d'autres moments, mais dans d'autres domaines, comme la science. Bernard de Montréal affirme que la première science qui sera donnée à l'humanité est la science de la psychologie, qui sera appliquée en premier lieu à la médecine. Il explique que la médecine sera nourrie par l'invisible et illuminée par la spiritualité afin que l'homme puisse être en harmonie avec son corps matériel. Il ajoute que la science la plus importante pour l'homme actuellement est la science du mental, c'est-à-dire la psychologie, qui est la science de l'esprit. En conclusion, Bernard de Montréal rejette l'idée de connais-toi toi-même de Socrate comme une illusion psychologique. Il affirme que l'homme ne peut pas se connaître seulement par lui-même, mais qu'en comprenant l'esprit, on peut comprendre l'âme et tous ses aspects. Selon lui, la science du mental, qui est la psychologie, est infinie car l'esprit est infini. La personne affirme qu'il est impossible pour l'homme de se connaître lui-même. Il explique que l'être humain se connaît à travers son esprit et non par lui-même. Il souligne que l'ego de l'homme ne peut pas admettre cette réalité et que la mémoire de l'âme joue un rôle important dans notre perception de nous-mêmes. Il affirme que pour se connaître parfaitement, il faut être en union totale avec son esprit, son double et son ego, ce qui permettrait de se libérer de la mémoire de l'âme. Il critique également certaines pratiques de la psychologie moderne, en affirmant qu'elles ne permettent pas vraiment de se connaître soi-même, mais seulement de se sentir mieux avec soi-même. Il affirme que le dialogue avec son esprit se fait par télépathie et qu'il ne faut pas confondre l'esprit avec le guide astral. Il explique que le guide astral est une entité du plan astral, tandis que l'esprit se situe dans le plan mental. Le dialogue avec l'esprit nécessite donc un contact direct entre l'homme, son ego et son esprit. Dans cette conversation, l'auteur explique que la spiritualité est liée à la conscience astrale de l'homme et que des entités évoluées dans le monde astral peuvent aider l'homme dans son évolution. Cependant, il met en garde contre la confusion entre la communication avec l'astral et la communication avec son propre esprit. Il souligne que l'intelligence n'est pas suffisante pour atteindre la spiritualité, et que l'homme doit être en contact avec son esprit pour cela.
L'auteur fait référence au danger de la montée des contacts télépathiques où les gens pensent communiquer avec leur esprit, mais sont en réalité en contact avec l'astral. Selon lui, c'est un grand défi pour l'humanité, en particulier pour les personnes sensibles. En ce qui concerne le contact avec le Christ, l'auteur prévient qu'il faut être prudent car il y a des entités dans l'astral qui peuvent se faire passer pour le Christ. Il souligne que le véritable contact avec le Christ ou toute autre énergie spirituelle se fait en étant en contact avec son esprit et en étant connecté à l'universalité de la conscience et de l'intelligence. L'auteur mentionne également que les comportements et les différences entre les races font partie de l'évolution de l'âme et de l'homme dans la matière. Cependant, lorsqu'on passe dans l'éther, ces différences n'existent plus car tous les êtres sont lumineux et faits de la même substance. En résumé, l'auteur met en garde contre la confusion entre la communication avec l'astral et la communication avec son esprit, souligne l'importance de l'évolution spirituelle. Et met en évidence les différences entre les races comme un aspect de l'évolution de l'homme dans la matière. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique qu'un homme conscient attendrait le bon moment pour agir dans le monde. Il affirme que l'homme doit vivre son karma et que Dieu n'existe pas comme l'homme le pense. Il rejette l'idée selon laquelle l'amour pourrait sauver l'humanité, car l'homme ne peut pas vivre d'amour sur Terre. Il souligne l'importance du cœur, car il affecte les autres centres de l'homme. Dans cette conversation entre Hergé, Roger Gosselin et Boulevard M. Bernard de Montréal, il parle de l'amour et de sa nature. BDM explique que lorsque le Christ est venu, il a rendu les êtres humains conscients de l'amour universel, qui est vécu dans le cœur aujourd'hui et sera vécu dans l'esprit demain. Cependant, en attendant que l'esprit soit prêt, il faut vivre cette vibration d'amour sur le plan astral, ce qui peut causer de la souffrance. BDM affirme que lors de la transmutation, l'homme vivra l'amour à un autre niveau, où il tombera dans l'énergie de l'amour, mais cela ne se produira pas sur le plan matériel. Il explique également que certaines personnes vivent l'amour spirituel, mais en raison de leur inconscience et de leur manque de fusion, elles peuvent parfois être affectées par des sentiments de haine. BDM souligne que l'amour cosmique est différent, exigeant de la patience et que l'homme comprendra cette conscience d'amour dans l'éther. Il conclut en soulignant que l'amour cosmique ne peut pas être vécu sur le plan matériel. Dans la suite de la conversation, Hergé évoque des situations extrêmes où les parents peuvent se sacrifier par amour pour leurs enfants. Dans cette conversation, les intervenants discutent de différents sujets liés à l'âme, à l'amour et à l'astral. Ils soulignent que les actes héroïques des personnes qui risquent leur vie pour sauver leurs enfants sont motivés par leur âme et guidés par leur esprit. Ils évoquent également les mouvements pacifiques qui cherchent à éviter une troisième guerre mondiale en se connectant à cette force d'âme. Cependant, ils affirment que malgré la positive attitude de ces mouvements, cela ne suffit pas à empêcher le conflit inévitable qui mettra notre civilisation en danger. Ils soutiennent que l'humanité doit vivre un choc pour faire face au karma trop lourd de la Terre. Ils mentionnent également une histoire récente concernant des disques contenant des incantations sataniques destinées aux jeunes, soulignant ainsi la force de l'astral et l'importance d'une intelligence humaine connectée à l'esprit pour vaincre cette influence négative. Enfin, ils évoquent les ILF, intra-low-frequency, des ondes basse fréquence qui perturbent le cerveau humain, soulignant leur rôle dans la manipulation humaine. Dans cet extrait d'une discussion entre deux personnes, il est expliqué que les gouvernements ne pourront bientôt plus contrôler les masses car l'astral sera de plus en plus puissant. Les individus perdront leur volonté et leur contact avec leur propre intelligence, ce qui les rendra vulnérables à l'influence des autres. Les conséquences de cette situation pourraient être la perte d'identité, des difficultés personnelles et même des comportements extrêmes. Il est donc crucial pour les individus de se reconnecter à leur propre intelligence et d'échanger avec des personnes qui ont cette compréhension pour éviter de subir les effets néfastes de cette crise. X qui sont conscients et en contact avec leur esprit seront intouchables et recevront des indications sur les actions à prendre pour faire face à la situation.